Alors on commence effectivement avec ce premier regard croisé, comme je le disais à l'instant, pour essayer de comprendre ensemble finalement comment ces alliances nous transforment, quand l'engagement collectif décuple l'impact. C'est comme ça qu'on a souhaité intituler ce premier moment, en compagnie de Yann Rolland. Bonjour, vous êtes ancien dirigeant du groupe CETI, bien connu, fondateur du premier fonds de dotation actionnaire en France. Également à mes côtés, Jérôme Rivalin de Ridge Conseil. Vous êtes cofondateur de Ridge Conseil. Et je termine avec vous, Nathalie David. Désolé, j'aurais dû commencer, mais je vais vous poser en même temps la première question. Je vous invite à prendre un micro, puisque Nathalie David, alors, vous êtes récemment arrivée au poste de délégué général de la fondation GRDF France, qui était au tout début aussi de l'histoire de la fondation territoriale. Vous êtes à la tête de cette fondation d'entreprise qui est abritée elle-même par la Fondation de France, et avec 4 axes de mécénat: transition écologique, synergie du monde urbain et rural, entrepreneuriat social et insertion professionnelle. Finalement, ma première question, c'est, alors que vous faites déjà tout ça, pourquoi vous avez souhaité soutenir la Fondation territoriale ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, la Fondation GRDF est je qualifierais une jeune fondation, parce que nous avons 5 ans. Ce que je voudrais également préciser, c'est que la Fondation tient à cœur d'intervenir sur des projets d'association, quel que soit leur point d'avancement, que ce soit en phase de maturation, de projection, donc ce que nous on appelle en phase d'amorçage. Globalement, depuis ces 5 ans, 44% des projets qu'on a accompagnés étaient à ce stade-là. Ces chiffres révèlent aussi pour partie le pourquoi est-ce qu'on a souhaité s'engager avec la Fondation 44. Quand la Fondation 44 nous a contactés, la Fondation était en train de se créer. La naissance fait partie de notre ADN. Et on a été séduit par le fait de vouloir créer une philanthropie de la proximité. Donc nous, on est une fondation parisienne, mais également on s'appuie sur des relais. Et on a un relais en région qui s'appelle Murier OX, qui est présente aujourd'hui. Donc pour nous, ce partenariat avec la Fondation 44 avait également un double sens, parce qu'il n'y a pas que la Fondation GRDF qui est partenaire de la Fondation 44, mais il y a également l'entreprise GRDF, au titre de sa politique responsable et sociétale. Donc cette relation avec la FT 44, pour nous, a un double objectif, à la fois en tant que mécène philanthropie, mais également en tant qu'entreprise GRDF. Si aujourd'hui on devait me porter ce projet, je dirais oui tout de suite. Je dirais oui tout de suite parce qu'on a aussi un dirigeant d'association qui est engagé et qui veut construire collectivement avec vous tous pour répondre aux défis auxquels on est confronté, les défis environnementaux, sociétaux et écologiques. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Quelle est la spécificité ? Comment vous pourriez caractériser finalement la nature des liens, le type de soutien que vous apportez à la Fondation territoriale ? Bien sûr, le premier est celui de l'aspect financier. Il y a aussi un engagement humain très fort avec notre relais en région qui fait également du mécénat de compétences. Et le troisième levier est celui du don en matériel, parce que nous avons participé à hauteur de 400 ordinateurs à la collecte de l'opération collecte d'ordinateurs pour les associations locales. Donc on a 3 leviers activés avec la Fondation FT 44. Très bien, merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse. Je vais vous proposer de donner le micro à votre voisin de gauche, Yann Rolland, donc bien connu sur le territoire également. Même question pour vous finalement qui soutenez plus de 20 associations dans le cadre de ce premier fonds de dotation que vous avez créé, je le disais, en cédant notamment les titres, les actions de votre entreprise cédées en 2021. C'est Superbloom, un fonds de dotation qui œuvre donc sur 2 grandes causes, l'éducation alternative et les femmes en précarité. Et néanmoins, vous avez souhaité soutenir la Fondation territoriale de Loire-Atlantique. Pour quelles raisons ? Alors, en fait, bonjour à tous. En fait, il y a eu une coïncidence d'agenda, puisque effectivement, j'ai transmis l'entreprise de la façon dont vous venez de le dire en 2021. Et assez vite, on a rencontré Fanny. Et alors que nous, on était un peu débutants dans ce domaine, enfin, même si j'avais eu déjà des actions de mécénat préalablement à travers l'entreprise, mais sous la forme du fonds de dotation, c'était nouveau. Et donc,
quelque chose m'avait déjà marqué dans les actions que je pouvais entreprendre, c'est que c'est le cloisonnement qui existait. J'en parle à l'imparfait parce que maintenant, grâce à l'action de la FT44, le cloisonnement diminue. Mais ce cloisonnement qui existait entre le monde de l'entreprise, l'entreprise, c'est l'entrepreneuriat business, il faut faire des profits, il faut investir, il faut faire des appels de fonds, etc. Et puis la solidarité ou la générosité à l'égard de nos concitoyens qui sont plus fragiles. Et vraiment, ça, à chaque fois qu'il pouvait y avoir des rencontres, moi je l'ai vécu, c'était toujours de l'étonnement de se dire mais c'est dommage qu'on ne se connaisse pas mieux, on aurait des choses à faire, etc. Et donc cette volonté exprimée par la FT44 m'a paru tout à fait pertinente. Et donc effectivement dans Superbloom c'est ce que nous faisons, puisque moi j'ai une culture d'entrepreneur business et que maintenant je suis philanthrope à travers le fonds de dotation. J'ai trouvé que cette initiative était tout à fait pertinente et depuis 4 ans je le vis encore. On a besoin de se connaître mieux entre l'entreprise, les associations et, comme l'a rappelé Fanny tout à l'heure, les collectivités locales qui, pour la plupart d'entre elles, sont les grands acteurs du soutien à ces associations. Alors vous l'avez dit, vous avez accompagné dès le début, vous avez cru en cette cause, en ce relais sur le territoire en tant que mécène, en dons financiers, mais est-ce que c'est aller au-delà aussi? Est-ce que finalement, au-delà du soutien dans le pot commun, je dirais, qui a permis de soutenir un certain nombre d'associations, est-ce que vous pouvez nous parler aussi, comme vous l'avez fait, Madame David, des liens noués, des contributions que vous avez pu apporter? Et peut-être que là, on parle de liens humains, de compétences, de réflexion, de travail en commission, qui vous ont aidé aussi à réfléchir et à questionner votre propre fonds de dotation. Alors, le fonds de dotation, on a recruté assez vite une déléguée générale, Hortense, qui est présente ici, qui gère les opérations du fonds de dotation, l'ensemble de l'activité. Et Hortense a travaillé, a collaboré avec FT44 en 2023 pour le premier appel à initiative. Donc, elle a travaillé dans les commissions sur... Je dois dire d'ailleurs qu'elle a apporté un savoir-faire, mais elle a reçu aussi beaucoup. C'était un échange tout à fait équilibré pour les premières commissions sur définir les projets à retenir et puis surtout faire les arbitrages ensuite, rencontrer les associations, dont certaines sont dans la salle aussi, qui ont été lauréates à l'époque. Et oui, dans ce sens, on a travaillé ensemble. On avait un peu spontanément des préoccupations comparables, complémentaires. Et puis surtout au niveau de cette volonté de faire ce pont entre le monde économique et le monde associatif d'intérêt général, très fort, puisque je vous rappelle qu'un fonds de dotation, le fonds de dotation Superbloom est actionnaire de l'entreprise CETI. Ça veut dire qu'on est vraiment dans la logique où la création de valeur économique permet de distribuer des dividendes à un fonds de dotation qui va agir pour l'intérêt général. Donc bien que nous soyons sur des modèles différents, la motivation est vraiment la croyance, la conviction qu'on a est vraiment la même. Très bien, c'est intéressant. On parle là, on est au-delà du don financier, on parle bien du lien humain aussi, de cette relation gagnant-gagnant. On a bien entendu dans votre propos sur l'apport et la contribution entre vous. Merci, on reviendra vers vous dans un instant. Je vais me tourner, Monsieur Rivalin, vers vous. Jérôme Rivalin, donc vous êtes associé, cofondateur de Rich Conseil. Vous accompagnez les entrepreneurs sur des aspects de fiscalité sociale, expertise comptable notamment, donc au plus près finalement des entreprises. Même question finalement pour commencer ce premier tour de table. Pourquoi avoir soutenu, et vous, dès le début, vraiment dès la préfiguration, je crois, de cette fondation en 2022 ? Effectivement, Ridge est un cabinet dont l'ancrage territorial est au cœur de l'ADN. 180 bureaux en France, 4 antennes en Loire-Atlantique. Donc nos professionnels, ils agissent au cœur des territoires, aux côtés des entrepreneurs, et on prétend nous-mêmes être entrepreneurs. À l'époque, en 2021, le projet de fondation, puisque à l'époque on était sur ce projet, constituait entrer en résonance et assurer un continuum avec l'engagement d'un certain nombre d'entre nous au sein du cabinet. Engagement corporate, parce que le cabinet avait à l'époque déjà une fondation et sa représentante régionale est avec moi aux côtés de la fondation depuis l'origine. Donc ça assurait pour nos professionnels un lieu d'engagement qui faisait sens avec leur engagement au cœur des territoires au quotidien. Et pour devancer ta question,
Depuis 3 ans, l'accompagnement que Ridge assure aux côtés de la Fondation, il s'opère à la fois évidemment par un soutien financier, comme mes camarades l'ont exprimé, et par un mécénat de compétences sur un certain nombre de thématiques, évidemment proches de nos métiers aux uns et aux autres, et puis dans des temps de réflexion, de co-développement, pour faciliter l'action de la Fondation et la relation entre ses parties prenantes. On reviendra justement sur ces apports dans un instant, effectivement. Mais je reviens vers vous, Nathalie, sur cette question qu'on essaie de se poser autour des alliances qui transforment. Je crois que vous, l'ingénierie de l'alliance, c'est un sujet que vous connaissez bien chez GRDF. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, effectivement, l'ingénierie d'alliance chez GRDF et à la Fondation GRDF, c'est quelque chose qui fait partie de nos fondamentaux. Parce que on est convaincu que le jouet collectif sur un territoire, ça sera du gagnant. L'ingénierie d'alliance, c'est quand même la capacité de pouvoir se réunir autour d'un projet, d'une ambition pour relever quelque chose qui nous est cher à tous et de pouvoir s'écouter, s'entendre et construire ensemble. Et c'est ça aussi qui fait, nous, notre vocation au sein de la Fondation GRDF, c'est à la fois de défricher les projets, de relier et de jouer collectif sur un même territoire. Et ce jouet collectif ici sur la région, sur le département de la Loire-Atlantique, il se situe à 2 niveaux. Il se situe à la fois au niveau national via la Fondation, mais également au niveau régional et départemental avec notre relais en région, qui a été aussi participatrice lors des ateliers de préfiguration. Et donc on croit dans ce projet. On croit qu'ensemble, nous pourrons relever les défis pour réussir la société de demain. Très bien. Yann Roland, vous qui avez été dirigeant implanté localement de longue date, que pensez-vous de ce type de coopération, précisément dans ce contexte actuel? On le disait, Fanny le rappelait, un contexte économique, social extrêmement complexe. En quoi c'est important, a fortiori aujourd'hui, de jouer collectif? De toute façon, il y a une autre donnée, c'est que le monde change actuellement. On voit bien les débats auxquels on assiste, subis d'ailleurs ou pas, sur la situation de la France avec sa dette, etc. Bref, l'État-providence est à bout de souffle, c'est terminé. Moi, je pense qu'on a trop cultivé dans le passé la culture que dès qu'il y a un problème, c'est à l'État et à nos élus politiques de le solutionner. Et il est temps que la société civile et ceux qui en ont les moyens, et en particulier les entreprises qui créent de la valeur économique, prennent en charge, non pas par un devoir moral, mais justement, c'est plus intelligent quand un chef d'entreprise qui consacre un peu de son temps sur ce qui se passe en dehors de l'entreprise, et en particulier sur les fragilités ou les points où notre société qui se transforme vit mal, ce dirigeant sera plus clairvoyant et sera dans les arbitrages qu'il fera, que ce soit sur le plan du management purement humain ou sur les choix stratégiques, je pense qu'il sera plus pertinent pour son entreprise. Donc cette ouverture, et en particulier maintenant, dans cette situation, elle est profitable dans le sens profit pour l'entreprise. L'entreprise, c'est le lieu qui permet de faire grandir des hommes et des femmes grâce à la formation, grâce au métier, grâce au travail en collectif, etc. Mais c'est quand même aussi un lieu pour les plus fragiles qui est un lieu d'exclusion. Et donc l'entreprise, il n'y a pas le choix, elle doit être performante. C'est pas un sujet. Mais la performance a pour conséquence l'exclusion des plus fragiles. Et donc le fait que les entreprises soient impliquées dans tout ce qui peut favoriser l'amélioration sociétale, on va dire pour rester large, c'est pas de la générosité, c'est pas un devoir moral, c'est simplement pertinent et intelligent. Alors effectivement, là, il y a le conflit du court terme et du long terme. On est plus sur le temps long que sur le court terme, mais s'ouvrir
à la société en général et à nos concitoyens qui sont plus en difficulté ou qui ont plus besoin, voilà, c'est dans l'intérêt aussi des entreprises. Donc, pour moi, ça me paraît équilibré. Si je reprends l'exemple de Superbloom, votre fonds de dotation, le lien avec la fondation territoriale a permis en quoi elle a permis de décupler justement cet impact au-delà des connexions, au-delà de votre connaissance du tissu? Est-ce que, vous le disiez, ça, y compris dans vos fonctionnements, fait bouger des choses? Donc, est-ce qu'on peut avoir un exemple peut-être concret de cet impact renforcé? Mon exemple ne va pas être très positif parce qu'en fait, ça fait 3 ans et demi qu'on est vraiment opérationnel, qu'on travaille de façon opérationnelle avec Hortense. Et on n'est pas encore... on a recentré notre action sur la Loire-Atlantique. Au début, on était sur la France, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop large. Donc, on centre notre soutien sur la Loire-Atlantique. Pour information, depuis 3 ans, on a déjà engagé plus de 3 millions d'euros de soutien à des associations. Mais malgré ça, on découvre encore des associations. Tellement il y a à faire, tellement il y a d'associations. Donc heureusement qu'on a collaboré avec la FT44, ce qui nous a fait gagner du temps, ce qui nous a fait éviter des erreurs, d'aller peut-être pas sur les bonnes voies, etc. Mais malgré tout, il y a tellement à faire qu'on n'est pas du tout mature, on est encore en phase d'apprentissage par rapport à ça. Et puis on se rend compte qu'il y a un sujet alors je suis peut-être un peu en dehors de la question, mais on se rend compte qu'il y a un sujet qui va émerger, c'est que comme il y a beaucoup d'associations, elles sont plutôt complémentaires, mais parfois elles sont quand même sur les mêmes champs. En tout cas, il y a des recouvrements. Et en tant que chef d'entreprise dans le secteur privé, j'ai un peu des réflexes de me dire il faudrait que ça fusionne, il faudrait se concentrer, etc. Et ce qui est une connerie, puisque en fait, les fondateurs des associations sont des gens qui incarnent ces convictions, sont des militants, et donc il ne faut pas du tout raisonner comme ça. Mais ça n'empêche que c'est un vrai sujet pour lequel je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Voilà comment nous, on évolue en termes de maturité par rapport au travail dans lequel on est. Et c'est des perspectives de sujets que l'on peut partager avec la FT44. Et puis il y a un sujet qu'on avait évoqué ensemble aussi en préparant cet échange, c'était l'hybridation pour vous qui est importante des financements publics-privés, a fortiori aujourd'hui dans un contexte, et je crois que vous en parlerez aussi Jérôme parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est comment aussi on autonomise, on rend autonome les associations de subventions qu'on le sait, de l'État ou des collectivités qui se réduisent malheureusement. Et donc comment faire rentrer cette culture, vous en avez parlé, de chef d'entreprise dans les assos aussi. C'est aussi ça, j'imagine, le rôle de la FT44 et vous d'interface entre fonds de dotation et entreprise. Alors c'est un sujet éminemment politique au sens noble du mot politique, parce que pour beaucoup, par exemple, d'élus, la solidarité, c'est un sujet qui appartient au service de l'État ou aux collectivités locales. Bon, ça, c'est en train d'évoluer favorablement, contraint ou forcé par le fait qu'il y a moins de ressources. Et puis, quand même, ils s'aperçoivent quand même qu'il y a des fondations qui soutiennent des œuvres d'intérêt général importantes. Mais il y a aussi le risque, effectivement, que ceux qui ont de l'argent l'utilisent pour orienter leur soutien suivant des orientations militantes qui peuvent être contraires à certaines visions politiques. Donc là aussi, il peut y avoir des tensions, des conflits. Mais tout ça, c'est bien que ça s'ouvre, tout ça, c'est bien que ça dialogue, et que ce soit ouvert au champ le plus large possible. Moi, mon constat, c'est que quand une association est uniquement dépendante des subventions de l'État ou des collectivités, ils sont complètement désarmés ou paralysés quand une collectivité locale, et vous voyez à quoi je fais allusion, leur dit la subvention de 10 000 ou 20 000 euros qu'on vous donnait, vous ne l'aurez pas, et parce qu'ils sont complètement tributaires de cette démarche-là. Sans parler qu'en plus, les collectivités locales, ça suppose pour avoir une subvention, ça suppose des dossiers tous les ans qui sont lourds, avec des délais, etc., alors que le privé est plus agile et plus réactif. Bon, voilà. Donc il y a une complémentarité entre les deux. Et alors ceux qui sont... Moi, je connais des associations qui vivent que sur le mécénat privé. Je pense à toi, à moi, par exemple, que je côtoie bien, que je connais bien. Et en même temps, c'est dur parce qu'il faut réinitier tous les ans, retrouver, etc. Voilà. Moi, je pense que le bon équilibre, c'est le partenariat public-privé, justement dans l'esprit d'ailleurs de la vocation de la FT44 pour cette hybridation. Je pense qu'il faut vraiment faire fonctionner ensemble et faire tomber ce qu'on disait en introduction, faire tomber les cloisonnements, le silo. Et donc c'est ce que permet effectivement la FT44 et le mécénat d'une manière générale, qui est un dispositif qui permet de croiser les financements et de permettre sans doute aux entreprises de mieux connaître les causes portées par les assos et vice-versa aux assos
de mieux connaître le monde de l'entreprise. On fait tomber les murs finalement, ensemble. Dernière question pour vous, Jérôme, et je crois que vous êtes sur ce sujet-là aussi assez aligné, pour nous dire combien votre engagement il va au-delà aujourd'hui du mécénat financier, parce que je disais, Ridge accompagne financièrement, mais fait également du mécénat de compétences. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors peut-être juste pour rebondir sur les propos d'Yann, notre engagement, il est allé plus loin au cours des derniers mois et semaines, en partant en fait d'un constat qui est que, alors même que le territoire est le lieu, c'est une conviction au moins personnelle, le lieu d'efficience de l'action publique. On pourrait prendre tout un tas d'exemples issus des 20 ou 25 dernières années de vagues de décentralisation. Et c'est le lieu d'efficience aussi de l'action d'intérêt général. Et à contrario, le pilier territorial, qui est l'une des composantes normalement des programmes d'impact, est en fait le plus souvent un impensé. On passe beaucoup de temps sur les dimensions climatiques. On passe beaucoup de temps sur les dimensions sociétales. Les entreprises passent beaucoup de temps à pouvoir démontrer à leurs parties prenantes qu'elles sont respectueuses des droits humains à l'autre bout de la planète, qu'elles sont alignées climatiquement. Mais en revanche, l'alignement avec les priorités du territoire, des acteurs publics du territoire, et les enjeux de résorption d'inégalités sur les territoires, ceux-là sont... Alors, il y a évidemment des exceptions. Je parle sous le regard de l'un des premiers dirigeants de Société à Mission de Loire-Atlantique, donc je fais attention à ce que je dis. Mais cette dimension-là est globalement impensée. Et elle est impensée parce que les entreprises n'ont pas forcément une connaissance des leviers par lesquels elles peuvent agir sur le territoire et comment cette action serait alignée avec les besoins. Et c'est en cela que la Fondation répond à ce besoin de tiers de confiance indépendants et de pont entre le public et le privé. Alors nous, comment on a proposé de le mettre en œuvre ? Ça a été en travaillant avec les équipes de la Fondation à imaginer un dispositif qui s'appelle le 1% pour le territoire. Clin d'œil évidemment à un autre 1%. Voilà. Oui, il y a un autre 1% qui existe, c'est bien ça. Alors il y a quand même une différence, c'est que nous on ne fait pas 1% sur le chiffre d'affaires. Alors expliquez. La proposition, c'est d'adresser les entrepreneurs pour leur proposer de verser chaque année 1% de leurs résultats avant impôt à des actions d'intérêt général sur leur territoire, évidemment via la Fondation territoriale de Loire-Atlantique. Alors pourquoi 1% sur le résultat ? Vous allez me dire, ça fait quand même beaucoup moins que 1% sur le chiffre d'affaires. Pour une raison simple, c'est que 1% sur le résultat, c'est un dispositif qui est agile, c'est un engagement agile. En cas d'aléa économique, le volume financier de l'engagement s'ajuste sans renoncer à l'ambition de l'engagement à hauteur de 1%. Et ce faisant, on opère un effet de levier sur les financements privés qui permettent au fond de répondre au nécessaire désengagement public. On sait toutes et tous le contexte budgétaire de l'État, mais aussi des collectivités. Et quelque part, la Fondation, elle a besoin des acteurs publics sur le territoire, non pas comme les associations traditionnellement en soutien financier, mais en visibilité, pour permettre cet effet de levier auprès des acteurs économiques. Et ce faisant, quelque part, l'argent collecté auprès des entrepreneurs, ce sera autant en moins de besoins qui sera sollicité par les associations auprès d'acteurs publics qui n'auront plus, dans les mois et années à venir, la capacité à y répondre. Voilà. Donc là, vous venez de nous annoncer le lancement quand même du 1% pour le territoire. On vous annonce le lancement du 1% sur le territoire, qui sera relayé dans les semaines à venir par l'ordre des experts comptables, auprès duquel Fanny et les équipes de la Fondation ont pu présenter le dispositif et le faire s'approprier par l'ensemble de la profession. Donc, le modèle, c'est que les experts comptables, ils ont chacun et chacune un temps privilégié avec les entrepreneurs dont ils tiennent la comptabilité ou à qui ils présentent les états financiers annuels, et à cette occasion-là d'être un déclencheur de générosité et de mécénat par ce dispositif. Qui serait orienté donc vers la Fondation, qui elle-même redistribuerait ensuite. Exactement. C'est ça. Pour répondre à la question, oui, je ferais bien, c'est exactement le résultat de l'étude d'impact. 68 ou 78% des entreprises, lorsqu'elles ont pris connaissance et lorsqu'elles ont été accompagnées par le mécénat, par la Fondation, en ont conclu qu'elles savaient mieux faire aujourd'hui. Voilà.
Super. Ça ne s'applaudirait pas, ça? Ce 1% pour le territoire? C'est une excellente nouvelle. Voilà, ce n'est que le début, je dirais, mais absolument nécessaire, on l'a bien compris vu le contexte. Et on y reviendra, on en reparlera. Merci à vous trois.